Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro spécial. Patrick Bekanene, ministre du Plan de la province du Haut-Uélé, portefeuille investissement, entrepreneuriat, partenariat public-privé, ministre de l'investissement et budget, ainsi que le transport et voies de communication. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Monsieur le ministre, nous commençons. Pourquoi Patrick Bekanene Boyekombo? Monsieur José Junior, permettez, avant de pouvoir m'attarder sur votre question, que je rende grâce à Dieu, l'Éternel Tout-Puissant. C'est lui le maître des temps et des circonstances qui, notamment, a permis cette circonstance. Après avoir permis que aujourd'hui on parle d'un certain Patrick Bekanene, ministre provincial dans la province du Haut-Uélé. Je voudrais par la même occasion réitérer toute ma gratitude à son Excellence Monsieur Christophe Bassiane Nanga pour avoir cru en moi et avoir accepté de me confier une aussi grande responsabilité. Patrick, c'est un nom tiré de l'encyclopédie des saints catholiques, tandis que Bekanene, c'est toute une sémantique là-dedans. Évidemment, comme vous dites, Bekanene, un peu approximativement suivant votre prononciation, ça veut dire laissez-lui le chemin, laissez-le passer. Mais quand vous dites, vous changez de connotation pour dire Bekanene, c'est toujours en langue vernaculaire, la langue boudou. Cette fois-là, ça veut dire d'où sont-ils venus? Voilà, je vous épargne les détails, mais voilà plus ou moins pourquoi Patrick Bekanene. C'est le nom que j'hérite de l'un de mes grands-pères. On ne parle pas d'eux, on parle de vous. Vous avez fait vos études primaires à Isiro, je crois à Mangou, et aux Petits Anges, et finalement pour y obtenir le diplôme avant de poursuivre vos études universitaires à Kisangani. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce parcours en quelques lignes, comment ça a été et pour que vous deveniez Patrick Bekanene Boyekombo aujourd'hui? Oui, monsieur José Junior, avant de vous dire, de vous parler de mon parcours, je ne sais pas, je fais tout un tour pour revenir au point de départ, mais je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que ça se passe comme tel. J'avoue que dans mon agenda, je n'ai jamais imaginé me retrouver un jour ici, à Isiro, ministre provincial. Vous savez, comme tous les jeunes Congolais, Quinois, quand on a atteint un certain seuil, on veut plutôt aller beaucoup plus loin. Et la plupart d'entre nous, ils rêvent aller à l'étranger, ci et là. Mais le destin fait que je me retrouve ici, au lieu de mes débuts. Évidemment, comme vous l'avez dit, je suis né ici un certain 5 novembre. Dans 4 jours, pratiquement, ce sera mon 33e anniversaire. Je suis né à la clinique de l'université de l'Ouélé, à la chambre numéro 5. J'aime bien le redire moi-même. Et mes études primaires, je les ai passées effectivement ici, au cercle scolaire Mangou. C'est une école de la ville, reconnue par sa rigueur et la qualité de la formation, surtout au niveau de base. Après, en 2001, après avoir décroché mon certificat de fin d'études primaires, les parents ont jugé bon de m'envoyer au petit séminaire Annualité de Lingondo. C'est là où j'ai passé 4 ans avant de venir décrocher mon diplôme ici même, à Isiro, au complexe scolaire Les Petits Anges, en section littéraire. Et dès là, je vais dire, dans un embarras de choix, diplômé, bien sûr, parmi les meilleurs de ma promotion en section littéraire, je n'avais pas de choix. Je n'avais pas de choix parce que il est connu que la plupart de ceux qui terminent normalement en section littéraire, ils vont plutôt en droit ou en sciences politiques, en relations internationales, en lettres, un peu comme vous. Mais en tout cas, dans un embarras de choix, il y a un des grands frères, membre de la famille,
qui va me recommander de faire les sciences économiques. Et c'est ce que j'ai fait finalement à l'université de Kisangani. C'était au départ compliqué parce que, vous savez, les hommes des lettres n'aiment pas trop les mathématiques. C'était une bête noire pour moi, tout ce qui était mathématiques, statistiques et comptabilité. Mais au fil du temps, je me suis engagé, je me suis habitué. Et finalement, je fais mienne tout ce qui était mathématiques et statistiques. Je m'en suis surtout très bien sorti jusqu'à décrocher mon diplôme de licence en 2014 avec mention distinction. Et j'étais le meilleur de ma promotion. Dites-nous, comment est-ce que vous avez évolué, vous avez eu des hauts et des bas pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui? Le parcours a été véritablement un parcours de combattant parce qu'il s'agissait d'une formation. Et vous savez, toute formation connaît des moments particuliers. À l'université également, c'était un moment très compliqué. Je suis dans les années 2010-2012 où d'abord j'ai rééchoué 2 fois à l'université. D'abord en G1, j'ai été ajourné. Et encore en G2, je me suis ressaisi en G3 pour arriver à m'intégrer. Alors, que ce soit sur le plan académique, que ce soit sur le plan social et sur le plan économique, il faut le dire, c'était un calvaire. Tous ceux qui sont passés par l'université de Kisangani, ils savent comment les étudiants du complexe Elungu vivent. Je vous assure que ce n'est pas facile. C'est vrai que les parents, ils arrivent facilement à honorer les frais académiques, mais au campus, il faut vivre du tombage, il faut un peu de tout, quoi, pour d'être le lendemain matin en forme et se présenter au cours. En même temps qu'à l'université, quelquefois, il fallait, comme certains le disent, faire les suivis. Nous autres, on n'a jamais eu les moyens pour faire les suivis. Parce qu'au campus, il fallait se débrouiller. Oui, excellence. J'ai l'honneur d'avoir avec moi M. Mbouimou Kadi qui m'a embauché en 2000. Oui, d'ailleurs, j'allais en arriver là pour vous demander, voilà. Vous avez fait l'économie, comme vous le dites là, mais à un moment donné de votre vie, vous vous êtes retrouvé journaliste. Dans une chaîne de radio, comment ça n'est arrivé? Je n'ai pas été que journaliste, madame. J'ai été journaliste, j'ai été agent compteur de fonds à la Robanque, j'ai été journalier ici et là. Comme je vous ai dit, la dynamique de la vie au campus en République démocratique du Congo dépend de beaucoup de choses à la fois. Il faut être à mesure de faire quelque chose pour pouvoir survivre au lendemain. C'est comme ça que devant cette situation sociale quelque peu précaire et compliquée, comme tout grand garçon, et avec des idéaux que j'avais, je me suis fait embaucher à la radio, à la RTNB. Je donne la parole à votre ancien patron, comme ça il va poser la question. C'est un honneur, je suis l'homme le plus heureux. J'aimerais revenir à la naissance. Il est né le 5 novembre dans une chambre numéro 5. Je ne sais pas si ce ne sont pas des chiffres qui sont prophétiques. Excellence, Monsieur le ministre, comment vous vous trouvez, vous, dans votre peau d'un speaker et dans votre peau de manipulation des textes monétaires, dans votre peau d'explication de l'administration? Comment vous vous trouvez avec autant de portefeuilles? Un méga ministère qui peut même être le poumon du gouvernement provincial, le poumon de l'administration au sein de la province du Haut-Ouélé. Monsieur Mbouimou Kadi, que moi j'appelle plutôt Chief. Oui, ça a tout son sens parce que tout à l'heure, j'étais en train de réitérer mes remerciements à son Excellence, Monsieur le Gouverneur Christophe. Mais je devais commencer par Monsieur Mbouimou Kadi, qui est parmi les anges que Dieu a envoyés sur terre pour moi. Monsieur Mbouimou Kadi, c'est lui qui a cru en moi, le premier, et c'est mon tout premier employeur, mon tout premier patron que je respecte pour toute la vie. Je ne sais pas si c'est ici l'occasion de vous réitérer mes remerciements,
Mais je pense que vous avez eu un grand rôle à jouer également dans mon parcours, mais aussi dans ma formation en tant que professionnel et en tant qu'homme. Voilà. Vous avez dit quelque chose de très important, c'est le destin. Le destin est difficile à expliquer. Je vous disais que je fais plutôt la section littéraire et j'avais beaucoup plus de facilité et d'aptitude à m'adapter dans un environnement des lettres, notamment dans le journalisme. Est-ce là la raison pour laquelle je me suis très bien adapté et intégré à la RTNB à l'époque? Je ne sais pas. Mais après, je pense que quelqu'un l'a dit, c'est que pour l'avenir, il ne suffit pas de le prédire, mais de le créer. J'étais déjà en formation comme économiste. Je n'avais pas d'autre choix que de me mettre dans les conditions idéales pour pouvoir affronter le parcours qui était le mien à ce moment-là et relever les défis. Je garde bien mes aptitudes en tant que journaliste, mais maintenant j'ai une casquette de financier. C'est justifié parce qu'il y a eu une formation en amont, il y a eu un peu d'expérience accumulée et plusieurs autres formations. Monsieur le ministre, je pense qu'on commence les choses sérieuses. J'aimerais vous poser une petite question sur vous, votre personnalité de Patrick, un homme structuré, avec beaucoup de rigueur. Ça vient d'où tout ça? C'est l'économiste ou le prêtre? Le tout à la fois. D'abord, ça part des parents. Je connais un père très rigoureux, Monsieur Boyekombo, le pharmacien que vous avez cité tout à l'heure. Aujourd'hui, je le lui rappelle très souvent. J'ai dit que moi, je connais un papa lion, mais aujourd'hui, j'ai un papa agneau. Je n'arrive pas à concilier les deux. C'est comme pour dire que c'est un homme que je respecte et qui a joué un rôle particulier. Je crois que la rigueur qu'il a exercée sur moi, pas seulement, mais sur tous les enfants, parce que c'était un grand éducateur, c'est un grand éducateur pour toute la famille et même pour la nation, parce que les personnes qu'il a éduquées aujourd'hui commencent à servir la nation. Ça fait partie là, de mon expérience. Mais après, vous voyez, quand on passe entre les mains des prêtres, on ne reste pas le même. Il va de soi également qu'avec les sciences économiques, on manipule les chiffres. Les chiffres sont assez cartésiens. C'est kit ou double. Et donc, je suis de cette école de rigueur depuis mon parcours. Est-ce que cela a eu un impact sur ma formation en tant qu'individu? Je crois véritablement oui, au regard de la plupart qui n'ont pas eu la chance de connaître le même parcours. Je crois que même parmi les enfants de mon père, j'essaye de refléter le plus correctement l'idéal qu'il aimerait voir dans chacun de ses enfants. Merci. Comment la conséquence justement positive ou négative de cette personnalité forgée parfois dans la douleur au sein de votre propre foyer, comment ça se présente avec vos enfants et votre épouse? Mon épouse, c'est moi-même. Je l'aime autant que je m'aime moi. La rigueur, on ne l'exerce pas avec son épouse. Plutôt, la rigueur, je vais dire, les carottes de maman et le bâton de papa font, je crois, la meilleure ambiance et le meilleur cadre pour forger les futurs enfants. Il faut également dire que le contexte n'est pas le même. Il faut réfléchir deux fois quand il s'agit de nos enfants actuels, nos enfants Android. J'avoue que c'est une tâche quand même compliquée, même si en tant que parent, on va y arriver certainement. Monsieur le ministre, vous permettez que nous abordions des choses sérieuses en tant que ministre provincial de le gouvernement Bassiane et Nonga, ministre du Plan. Qu'est-ce que cela veut dire et qu'est-ce qui a changé 100 jours après votre nomination, monsieur le ministre? D'abord, quand on est nommé, le bon sens veut que nous puissions faire un tabloïd de la situation, c'est-à-dire dresser un diagnostic. Et dans le secteur du plan, vous vous en doutez, depuis que la province du Haut-Ouélé existe, déjà, on l'a relevé si tôt, il n'y avait pas un plan de développement. Et même la division provinciale du plan n'existe pas encore. Alors que le ministère du plan, le portefeuille plan, fait partie des secteurs structurants
aussi bien de la province que de la République tout entière. En fait, tout émane du plan. Et si on n'a pas une administration, une structure de plan fonctionnelle dans une administration, dans une entité comme la province du Haut-Touélé, bon, je crains de dire qu'on n'a rien. Alors, il va de soi que notre première attitude, c'était de pouvoir mener des démarches afin que nous puissions arriver à installer effectivement ce portefeuille dans la province du Haut-Touélé. La première chose que nous avons faite, c'était organiser un contact avec le ministère du Plan au niveau central pour qu'on essaie de comprendre pourquoi, depuis que la province existait en 2015 jusqu'à ces jours, il n'y avait pas ni une division du plan, ni même un plan de développement. Je crois que nos deux démarches ont plutôt connu gain de cause. J'assure que récemment, le chef de division du plan a été désigné et les formalités sont en cours afin de son installation effective dans la province du Haut-Touélé. Et nous avons organisé avec vous récemment un atelier grandeur nature qui a pris plus de 30 jours avec des experts venus de la direction de programmation et budgétisation. Avant, c'était la direction de la planification régionale qui nous ont appuyés afin qu'aujourd'hui, nous soyons en mesure de doter la province du Haut-Touélé de son tout premier plan de développement provincial 2024-2028 et comme je suis en train de dire, qui constitue en fait le cadre idéal de plaidoyer qui vont dicter les actions à venir, aussi bien du gouvernement provincial que du gouvernement central en province, mais aussi de tous les partenaires. Alors, aujourd'hui, nous en sommes à l'élaboration du programme d'investissement public. C'est en fait un document qui reprend tous les projets d'investissement dans le domaine de gouvernance, dans le domaine des infrastructures, dans les secteurs productifs et que sais-je encore. Et donc, de cette façon, nous sommes en train de ramener la province sur l'orbite et de pouvoir planifier les actions à mener pour son développement d'ici 5 ans, d'ici 10 ans et plus. Et vous avez fait le plan de développement à fin mandat. Comment vous sentez-vous avec tous ces portefeuilles? Alors, il y a une différence entre le programme d'action du gouvernement provincial, sur base duquel le gouverneur Christophe Basséane Enanga a été investi en 2018 pendant qu'il était candidat ici. Tandis que le plan de développement est un document multisectoriel et multi-acteurs qui reprend plus ou moins les desiderata de tous les fils et de toutes les filles de la province du Haut-Touélé. Vous allez remarquer que en entrant dans ces plans de développement, nous sommes partis d'un diagnostic secteur par secteur. J'ai parlé ici des secteurs gouvernance, des secteurs productifs, j'ai parlé du secteur de l'environnement et du développement durable, j'ai parlé du secteur de l'aménagement du territoire. Et nous avons procédé par des enquêtes sur terrain pour rencontrer en tout cas le politique, les religieux, la société civile, les opérateurs économiques, toutes les parties prenantes finalement qui ont un rôle à jouer dans le développement de la province du Haut-Touélé, afin que chacun dise ce que lui entend de ce que sera la province du Haut-Touélé d'ici quelques années à venir. Et nous sommes arrivés à dégager une vision de développement qui s'intitule comme quoi bâtir une économie durable et intégrée à la fois à l'économie nationale et internationale d'ici 2028, parce que ce sera la première échéance à laquelle nous allons nous retrouver dans le cadre des concertations pour pouvoir évaluer les actions qui seront exécutées 5 ans durant. Ce plan qui est étendu sur une période de 2024 à 2028 va coûter combien et quelles en sont les priorités des priorités? Monsieur Mbouyi, le financement de ces plans de développement, vous vous en doutez, sur 5 ans, représente plus de 3,8 milliards de dollars américains. À ce jour,
La contribution seule de la province dans la mise en œuvre de ces plans est d'ordre de 12,5%. Et la province, disons, le gouvernement central ne participe à ces jours qu'à hauteur d'un peu moins de 1%. Le défi, le gap est important parce qu'il y a plus de 85% à combler pour pouvoir matérialiser cette vision de développement d'ici 5 ans. C'est l'occasion pour moi d'en appeler à tous les partenaires au développement qui ont beaucoup d'actions orientées dans d'autres provinces. C'est un message comme quoi pour leur dire que nous sommes désormais organisés et nous remplissons les conditions pour bénéficier des mêmes interventions au même titre que les autres provinces qui les intéressent le plus souvent. Et également au gouvernement central, cette année, vous vous en doutez, de janvier en octobre ou même en novembre, parce que nous sommes déjà en novembre, nous n'avons reçu que 0 franc en termes de fonds d'investissement du gouvernement central. Et donc, c'est très critique comme défi à relever. C'est comme ça que le mois dernier, nous nous sommes personnellement déplacés jusqu'à Kinshasa pour rencontrer le président de l'Assemblée nationale afin que les priorités de la province du Haut-Ouélé retenues dans ces plans de développement soient émarges du budget de l'exercice 2024. Et tout à l'heure, pendant le séjour du Premier ministre, nous avons également pris langue avec le ministre du Budget afin que 2 janvier prochain, qu'ils se mettent à décaisser le fonds nécessaire pour appuyer la mise en œuvre de ces plans de développement. Vous avez évoqué la possibilité d'avoir un plan d'action prioritaire. Où en sommes-nous avec ces documents? N'est-il pas différent, ou soit identique au programme d'action du gouvernement provincial? Parce qu'on critique un peu votre démarche, c'est le fait qu'il semble ressembler un peu plus au programme d'action du gouvernement provincial et dont on a toujours reproché à l'exécutif provincial de ne pas suivre à la loupe parce que l'action, les curseurs a été vraiment appuyé sur les secteurs des infrastructures routières et immobilières et que d'autres secteurs, on a pu quand même oublier selon certaines langues. Comme je l'ai dit, le plan de développement est un document multisectoriel, multi-acteurs, disons, qui regorge plus ou moins les aspirations de toutes les catégories. Tandis que le programme d'action du gouvernement, c'est le document politique dans lequel est contenu le projet de société du candidat qui se présente devant l'organe délibérant afin de solliciter le vote des députés provinciaux. Et donc, pour dire qu'un programme d'action peut s'inspirer du plan de développement, mais le plan de développement ne peut pas s'inspirer du programme d'action d'un quelconque politicien. Nous avons un programme d'action du gouvernement Christophe Bassiane et Nanga, sur base duquel il a été investi en 2019 comme gouverneur de la province du Haut-Ouélé. Nous avons le plan de développement auquel souscrivent les partenaires qui ont un cahier des charges, les opérateurs économiques qui viennent investir dans la province du Haut-Ouélé, dans tous les secteurs. Je ne sais pas moi, toute autre personne qui pense qu'il peut poser une action dans la province du Haut-Ouélé, il doit se conformer à ces plans de développement parce que, comme je disais, c'est un document fédérateur qui met en place les aspirations des enfants du Haut-Ouélé et qui programme les actions à mener chaque année jusqu'à 5 ans. Il est totalement différent du programme d'action d'un quelconque gouvernement provincial. Cette semaine, le gouvernement s'apprête à déposer le projet d'édit budgétaire qui a été validé par le Conseil des ministres. Ce projet d'édit, c'est au-delà de 400 milliards de francs congolais, ce qui est une prouesse parce que les projections du gouvernement provincial, c'était d'atteindre à l'horizon 2024 250 milliards sur un budget de 137 milliards que le gouverneur Bassiane Nanga a pu trouver. Ce sont des prouesses, mais on dit quand même aujourd'hui que l'exécution de ce budget n'arrive pas à 70%. Qu'est-ce que vous dites, monsieur le ministre, par rapport à ces reproches? C'est comme si un budget qui est tout simplement des chiffres qui sont avancés mais qui ne sont pas réalistes. Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur José Junior. Le budget, c'est une loi, mais avant tout, c'est un ensemble de prévisions. Qui dit prévision, c'est un tableau de bord, en fait,
qui permet au gouvernement provincial de mettre en œuvre sa politique au jour le jour. Quand j'arrive à la tête du ministère en charge du budget, le vœu de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, était principalement de pouvoir réorganiser la chaîne de la dépense. À la suite de multiples critiques dont il a fait l'objet, après notamment le passage des institutions, des organes de contrôle tels que l'IGF, et puis c'était la Cour de compte. Et nous avons avant tout organisé un atelier de renforcement des capacités à l'intention non seulement des intervenants sur la chaîne de la dépense, mais également de tous les membres du gouvernement et des autres structures provinciales qui sont concernées par aussi bien la mobilisation et l'usage des deniers publics à travers la province du Haut-Uélé. L'idée, c'était en fait de mettre tout le monde sur le même diapason, que nous comprenons qu'en fait, ici, il s'agit des finances publiques de l'État. Une chose, c'est d'engager des dépenses publiques, il faut en avoir la qualité. Une autre chose, c'est d'exécuter, de payer aux vrais bénéficiaires. Mais après, ce qui est beaucoup plus important, c'est être à mesure de rendre compte, parce qu'il faut aussi attendre, quand vous assumez des responsabilités, quand nous avons des responsabilités, nous avons également des comptes à rendre. C'est comme ça que nous nous sommes livrés à cette activité. Aujourd'hui, je peux me réjouir que les b.a.-ba de la chaîne de dépenses sont plus ou moins assurés. Nous avons restitué à chaque ministre sa fonction de gestionnaire des crédits. Nous avons plus ou moins allégé la tâche au gouverneur. J'estime qu'à ce jour, les ministres se sentent de plus en plus responsables à engager des dépenses qui sont de leur secteur, mais aussi à rendre compte des fonds qui sont mis à leur disposition. Nous avons enregistré un accroissement de plus de 14% par rapport aux prévisions de l'exercice passé. Évidemment, il y a des variables macroéconomiques qui ont joué au réajustement du taux d'échange à ce jour, qui justifie en partie, mais plus à cause de l'ensemble des projets d'investissement qui doivent bénéficier de leur mise en œuvre de janvier 2024. Et donc, comme vous l'avez dit, tout est priorité dans cette province. Je ne sais pas qu'est-ce qui est priorité, qu'est-ce qui ne l'est pas. Oui, Excellence, mais par rapport à l'investissement, que comptez-vous faire? La première chose, Madame Ansel, c'était de crédibiliser la province. Je parlais ici du plan d'engagement, du plan de développement. Aucun investisseur sérieux ne peut venir dans le Haut-Uélé si nous ne sommes pas structurés. Aujourd'hui, nous avons un plan de développement qui définit la vision dans son ensemble. Nous avons un programme d'action prioritaire dans lequel le gouvernement provincial Christophe Bastian Enanga a souscrit, notamment déjà dans le budget 2024, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un certain nombre d'actions qui sont reprises en charge du gouvernement provincial dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme d'action prioritaire. Il y a également des partenaires qui sont en train de se manifester. Nous avons le PNUD, nous avons Stropenbos qui va arriver dans quelques jours. Je me réjouis d'avoir reçu dans mon cabinet la CGT qui est venue récolter un certain nombre de projets d'investissement dans le cadre du contrat sino-congolais. C'est comme pour dire que d'ici 2024, il y aura toute une panoplie d'investisseurs qui vont tomber dans la province du Haut-Uélé, étant donné, madame, que nous sommes en train de remplir les conditions nécessaires pour pouvoir capter les investissements pour la province du Haut-Uélé. En juillet, j'étais au ministère du Plan. J'ai consulté la base des données de projets d'investissement à la direction de programmation et de budgétisation. Je suis désolé de le dire, jusqu'à ce jour, il n'y avait aucun projet d'investissement qui a été versé dans la base des données du ministère du Plan. Il va de soi que tous les investisseurs qui se manifestent pour venir à travers le pays, que ce soit dans les secteurs des mines, que ce soit dans le secteur de l'agriculture ou dans autre chose, ils ne peuvent pas venir dans le Haut-Uélé parce que le Haut-Uélé n'a versé aucun projet d'investissement. Mais aujourd'hui, madame, après avoir abattu le travail que je viens de vous décrire tout à l'heure, nous avons un lot de
plus de 40 projets d'investissement dans tous les secteurs que nous allons verser à la base des données au ministère du Plan. Et nous avons un certain nombre de contacts tout à fait importants. Nous sommes invités à Brazzaville pour le sommet Tropic Business, où nous allons parler aux partenaires des projets d'investissement dans les provinces du Haut-Uélé. D'ici novembre, je crois, novembre courant, nous sommes également invités en Espagne pour échanger avec des investisseurs espagnols dans le domaine de l'agriculture. Je disais tout à l'heure qu'il y a PNUD qui a amené un grand projet et il a recruté jusqu'ici 3 agences d'exécution à Wamba, à Rungu et à Ouacha pour matérialiser le programme intégré du climat RED+. Je crois que ce n'est pas rien. C'est un commencement et nous avons donné le ton, nous avons lancé le message. Le public est plutôt en train de réagir très positivement, ce qui n'était pas le cas il y a quelques jours. Et nous espérons que sur cet élan, et avec l'appui aussi bien du gouvernement provincial et du gouvernement central, nous arrivons peu à peu à rattraper le retard qui était le nôtre il y a peu. Comment ça se passe dans ce secteur du partenariat entre le secteur privé et le secteur public? Nous avons le privilège d'avoir accompagné le développement de la province ces 5 dernières années sous le leadership du gouverneur Bassène Nonga. On a reçu beaucoup d'investisseurs. Quand je vous attends parler, vous êtes un peu trop optimiste, Excellence. Comment pensez-vous que les choses seront différentes? Parce que depuis que nous sommes là, peu d'investissements ont été effectifs dans la province malgré les déclarations de bonnes intentions. Vous avez raison en partie, Monsieur José Junior. Dans le secteur du partenariat public-privé, la première chose, c'est qu'il faut d'abord se poser la question, est-ce qu'il y a des investisseurs dans la province du Haut-Uélé? Est-ce qu'il y a réellement des hommes d'affaires? Dernièrement, j'accompagnais son Excellence, Monsieur le gouverneur Christophe Ambandaka, à la conférence de gouverneurs en qualité d'expert. Et nous avons eu des échanges avec Monsieur Jean Mabi, le DG du BCECO. Je lui ai posé la question, Monsieur le DG, pourquoi vous n'avez pas sélectionné les entreprises locales dans la province du Haut-Uélé pour qu'ils exécutent des contrats dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement des 145 territoires? Sa réponse était simple, c'est que les entreprises et les sociétés en province du Haut-Uélé ne sont pas structurées. Ça veut dire qu'ils ne remplissent pas les conditions pour être appelés personnes morales. Et très souvent, ils n'ont pas de RCCM, ils n'ont pas d'INAT, ils n'ont pas de numéro impôt, ils ne payent pas de cotisations sociales. Et dans ces conditions, vous n'êtes pas crédible pour pouvoir être pris en compte quand on parle des entrepreneurs, quand on parle des opérateurs économiques. C'est ainsi qu'en juillet dernier, lors de notre nomination, nous avons à nouveau mené un plaidoyer au guichet unique de création des entreprises, dont un guichet était déjà ouvert ici afin de recevoir les demandes des requérants qui aimeraient bien se constituer en personne morale. Et nous avons obtenu des promesses de la DGA que très bientôt, ils viendraient se réinstaller afin de faciliter l'obtention des actes constitutifs des sociétés que j'ai décliné tout à l'heure. Et nous, en tant que gouvernement provincial, nous sommes interdits de pouvoir travailler avec les opérateurs économiques qui ne remplissent pas les conditions comme telles. Qu'à cela n'y tienne, ça fait partie de notre portefeuille et nous ne cesserons de mener des efforts afin de faciliter la tâche à nos partenaires. Merci beaucoup pour votre réponse. Monsieur le ministre, nous clôturons cette page de portefeuille, de différents portefeuilles de votre ministère par cette question. Vous êtes également ministre provincial en charge de transport et voies de communication. Ce sont les véhicules appartenant justement qui sont censés être gérés par votre ministère qui cassent les ponts de la province. Ils sont accusés de détruire la route en terre battue que nous avons. C'est comme s'il il manque la coordination entre vous et vos collègues, par exemple les infrastructures. Nous venions de mettre en place un nouveau plan de déploiement des agents de transport et voies de communication que nous avons déployés auprès des différents postes de contrôle de la Direction générale des recettes de la province du Haut-Uélé. Premièrement, à cause de leur dérèglement, je vais tout simplement dire que c'est un
dérèglement parce qu'ils avaient totalement perdu la confiance du gouvernement provincial. Il fallait arriver à les réorganiser et leur rappeler leur rôle en tant qu'agent, premièrement, de la réglementation, qui n'est pas à confondre avec des agents de tracasserie. Mais je pense plutôt que le secteur du transport et voies de communication fait partie des secteurs au niveau national qui sont reconnus dans la tracasserie. Mais ce n'est pas le cas ici. Nous sommes en train de les réorganiser. Nous venions de déployer dans 14 postes de contrôle au travers de la province du Haut-Ouélé des agents de transport et voies de communication pour veiller principalement à la réglementation. C'est quoi la réglementation ici? Disposer tous ceux qui pratiquent le transport comme métier, je dis bien pratiquent le transport à titre de métier, ils doivent être munis des documents essentiels reconnus, les autorisations de transport, les permis de conduire et consorts, et ils doivent se soumettre au respect du tonnage. Nous sommes en train de déplorer le pont bascule qui était installé au poste de contrôle de Beau, qui nous aidait à déterminer pour chaque véhicule le tonnage afin d'être à mesure de veiller sur la praticabilité de nos routes ainsi que sur la survie de nos ponts qui, dans l'ensemble, sont devenus totalement vétustes. Le résultat de ce contrôle physique et biométrique a fait qu'aujourd'hui, nous sommes partis de 1049 agents qui étaient pris en charge par la province, parmi lesquels il y avait beaucoup de fictifs. Et aujourd'hui, nous sommes revenus à 680 seulement, qui ont été à mesure de se présenter personnellement et physiquement. Une réduction donc de 30%. Il va de soi que l'ensemble de l'enveloppe salariale représentait en dollars américains chaque mois 433 000 dollars américains, plus de 40% du trésor provincial mensuel. Et nous avons réussi à économiser un peu plus de 100 000 dollars, je vais dire 111 000 dollars, pour nous retrouver aujourd'hui seulement à 320 000 dollars, y compris l'IPER, l'impôt personnel sur la rémunération. C'est une prouesse, c'est une première, mais c'est un exercice continu. Parce que maintenant, nous sommes dans la phase des contentieux. Tous ceux qui ont été jugés en ordre à l'issue du contrôle sont bel et bien bancarisés. Et je vous mets à défi, tout le monde peut passer vérifier son compte dans la banque Equity. Tout le monde a été crédité. Vous avez beaucoup d'ambition, beaucoup de bonne volonté. On dirait que vous avez également effectivement des ambitions politiques. Lesquelles jusqu'à aujourd'hui? Des ambitions politiques, Monsieur José Junior. Je n'aime pas parler d'ambition politique. Parce qu'en fait, je vous ai dit que je suis recruté par l'École nationale d'administration comme énarque et administrateur civil. Je suis un serviteur de la République. Et mes aspirations vont dans le sens du service. Aujourd'hui, je suis ministre provincial du budget. C'est ce que Dieu a décidé en ces moments. Mais je me remets à la disposition de Dieu et à la disposition de l'État pour voir ce qui pourra advenir d'ici 5 ans et plus. Merci beaucoup. D'ici 5 ans, ce n'est pas aujourd'hui et certainement beaucoup de choses pourront passer. Je remercie Rachidi Alouta Arnold. Je remercie Blanchard Kandolo pour la réalisation, les deux techniciens qui nous ont aidés pour l'enregistrement de cette émission, le tournage de cette émission. Je remercie Madame Assel Aswelo et M. Mbouy Moukadi. Merci, Monsieur le ministre Patrick Bekanene Boye Kombo, vous êtes ministre provincial du plan, portefeuille, investissement, budget, entrepreneuriat, partenariat public-privé, transport et voies de communication dans le gouvernement Bassène-Nonga. Mesdames et messieurs, cette émission est complètement terminée. Merci de l'avoir regardée. On se retrouve à très bientôt. Au revoir.